Incohérence et incompréhension, les nouvelles mesures sanitaires passent mal vis-à-vis d'une certaine partie de la population. Cette restriction graduelle des libertés ne semble pas en adéquation avec les chiffres annoncés par certains professionnels de santé. Tour d'horizon. Une audition au Sénat du directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, révèle qu'il est payé par la Chine et que le système de financement complexe de l'agence est en réalité subventionné par Pékin. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Selon l'OMS, il n'y a pas de seconde vague de coronavirus dans le monde. Le nombre de contaminations recule dans plusieurs pays. Une recrudescence est observée dans certains pays comme la France et la Russie. Doris Nizan, directrice régionale de l'OMS en charge des situations d'urgence, soutient qu'il n'y a pas de seconde vague d'épidémie dans le monde. Lors de la conférence Pandémie 2020, elle a précisé qu'aucune seconde vague n'est en cours, à en juger par les types de formes du coronavirus. Toujours est-il que le gouvernement français, par la voix du président, parle clairement de seconde vague forte, à l'occasion d'une déclaration faite le 12 octobre dernier. Interrogé sur Sud Radio, le professeur Toussaint, directeur de l'Institut de recherche d'épidémiologie, affirme qu'il ne s'agit pas d'une deuxième vague, mais d'une augmentation lente et continue à laquelle il faut répondre par des mesures d'organisation sanitaire. Il affirme que la raison a déserté la table des décisions. Une certaine élite parisienne reste sourde au désespoir d'une grande partie des Français. Elle offre l'image d'une panique, d'un catastrophisme. Il déclare que la politique de tests à grande échelle, qui a coûté 2 milliards d'euros, montre seulement que le virus se propage extrêmement vite. Mais la vitesse de propagation n'est pas corrélée à la létalité. Pendant que les courbes du taux de positivité augmentent, la mortalité, elle, prend le chemin opposé. Sauf depuis quelques semaines où elle connaît une légère augmentation. Le professeur Toussaint ajoute qu'enfermer les gens entre 21h et 6h ne va pas éviter cette propagation virale, car elle se développe dans les entreprises, les écoles, les transports en commun et finalement très peu dans les assiettes de 6 convives. Dans un article de France 3, Didier Montet, chercheur au CIRAD de Montpellier, pointe les incohérences entre le discours catastrophiste et la réalité du terrain. Il a signé une tribune pour dénoncer des mesures gouvernementales disproportionnées. Soutenu par 300 autres scientifiques, il alerte sur la stratégie sanitaire menée par le gouvernement depuis le début de l'épidémie. Ce chercheur et expert en sûreté des aliments et en gestion de crise sanitaire déclare qu'il faut changer au plus vite la stratégie face à la Covid-19 et ne plus se laisser gouverner par la peur. Il évoque des flous dans la méthode de calcul utilisée par le gouvernement. Pour les tests PCR, par exemple, il manque systématiquement les types d'appareils, les modes opératoires utilisés et les écarts types qui sont pourtant obligatoires pour toutes les publications scientifiques concernant des analyses. Selon lui, la probabilité d'en mourir est très faible. Il nous détaille ses calculs. Il y a 50 cas positifs pour 100 000 habitants, soit 0,05% de la population. En considérant que 90% de la population ne présentera pas de symptômes, il y aura donc 10 patients symptomatiques pour 200 000 habitants. Parmi ces patients, une infime partie ira à l'hôpital. Il déclare qu'il faut simplement reconnaître que les chances d'être gravement atteint avec cette maladie sont très faibles. Un autre élément déterminant est le comptage des personnes décédées de la Covid. Philippe Boxot, médecin légiste, apporte un élément intéressant. Il déclare qu'il est très difficile de diagnostiquer une personne qui est décédée des suites de la Covid. La plupart du temps, on parlera de suspicion quand on constate une mort naturelle. C'est d'autant plus dur que 6% à peine font des anticorps et que le virus est dégagé par les voies respiratoires. On ne le retrouve plus quand il s'agit de faire un diagnostic. Ah, la dangerosité, ou non, de la chloroquine continue d'alimenter le débat et nourrit des incompréhensions. Le professeur Didier Raoult déclare dans l'émission de Jean-Marc Morandini « Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Il y a des gens qui ont réussi à faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans et qui est l'un des plus vieux médicaments les plus prescrits de l'humanité tuait 10% des gens à qui on le donnait. » Le professeur Raoult fait appel aux journalistes d'investigation pour comprendre pourquoi les 2 essais comparatifs faits dans notre pays, Discovery et l'essai à Angers, ont été arrêtés prématurément alors que l'hydroxychloroquine donnait des résultats supérieurs au placebo.
Faisons un bond outre-Manche et allons voir ce qui se passe du côté de nos amis anglais. Le Royaume-Uni suscite lui aussi de vives réactions de la part de ses habitants suite aux dernières mesures restrictives imposées. Cinquième pays le plus affecté par la Covid-19 dans le monde, l'Angleterre a déjà imposé le couvre-feu le 24 septembre dernier, sans grand succès. Les cas de contamination repartant à la hausse, Boris Johnson a mis en place un nouveau système d'alerte à 3 niveaux. Cette décision est loin de faire l'unanimité. Elle favorise les régions riches comme Londres en étant en niveau 1 et 2, alors que les régions défavorisées, comme le nord de Manchester, sont en alerte maximum de niveau 3. Mais au sud, les Anglais s'insurgent également contre des restrictions incohérentes. Des milliers de manifestants se sont rassemblés au centre de Londres pour protester contre le confinement, le jour même où ces mesures ont été annoncées. Et la colère s'étend à l'Écosse et l'Irlande du Nord. Un groupe d'experts scientifiques estime que le gouvernement n'en fait pas assez. Ils estiment qu'un confinement total devrait être mis en place. Un mouvement global beaucoup plus profond, composé de milliers d'experts et scientifiques, remettent tout simplement en question les politiques actuelles de confinement. Il s'agit d'une pétition appelée la Déclaration de Great Barrington. Cette déclaration a été rédigée par 3 professeurs et épidémiologistes d'Oxford, de Stanford et d'Harvard. Les protagonistes jugent que les politiques actuelles de confinement produisent des effets désastreux sur la santé publique à court, moyen et long terme. Selon ces experts, le but central des mesures adoptées est pour protéger les plus vulnérables. Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient immédiatement être autorisés à reprendre une vie normale. Depuis son lancement, des dizaines de milliers d'épidémiologistes et de scientifiques de la santé publique ont signé cette pétition, y compris un prix Nobel. Avez-vous entendu parler de cette déclaration? Pourquoi selon vous? D'après le célèbre journaliste britannique, Toby Young, la réponse est qu'il y a eu une tentative bien orchestrée pour la supprimer et la discréditer. Un article de François met en lumière un règlement européen étonnant, basé 2020-1043, adopté en urgence le 15 juillet dernier. Son objectif, supprimer toutes les procédures de contrôle concernant l'injection aux êtres humains d'organismes génétiquement modifiés dès qu'il s'agit de recherche sur un vaccin contre la Covid-19. Le but affiché de cette suppression est de gagner quelques semaines dans l'éventuelle élaboration d'un vaccin. On supprime donc les analyses de risque et mesures de contrôle dans l'unique but d'aller plus vite. Vous avez bien entendu. Il semblerait que les autorités confondent vitesse et précipitation. Le Parlement a voté sans aucune forme de participation démocratique. Pour le docteur Chris Globom, président du Forum européen pour la vigilance vaccinale, a déclaré, je cite, « Nous dénonçons la dérive des États européens vers l'autoritarisme, le contrôle et la restriction des droits fondamentaux. Ils dérogent systématiquement aux règles de droit sous prétexte de l'épidémie de Covid-19. » Selon l'avocat Robert Kennedy Jr., président de la Children's Health Defense Europe, d'autres vaccins envisagés pour la Covid-19, tels que les vaccins ARN-M, utilisent des nanoparticules pour introduire du matériel génétique dans nos cellules et programmer leur réponse. Contrairement aux vaccins que nous connaissons, ce mécanisme est une forme de piratage de notre fonctionnement génétique. Il s'agit d'une technologie expérimentale entièrement nouvelle, dont nous ne savons très peu de choses. Il ajoute qu'autoriser et poursuivre de telles expériences sans aucune évaluation est irresponsable et inconscient, et que nos dirigeants politiques ont le devoir de veiller à ce que le principe de précaution soit respecté. Sinon, nous serons tous en danger. 6 associations et groupes de citoyens ont déposé un recours en annulation contre ce règlement européen concernant le vaccin. Dans le monde, et peut-être plus particulièrement en France, des voix dissonantes s'élèvent et appellent les autorités à la raison. Entre données contradictoires, mauvaises interprétations, le corps médical, et a fortiori les Français, ne savent plus à quel sein se vouer. Il serait peut-être temps de poser calmement les choses, de manière concertée, et éviter toute escalade qui serait préjudiciable pour tout un chacun. L'audition du directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, a particulièrement attiré notre attention. Pour rappel, cette agence finance des projets ayant pour l'objectif le développement durable.
Le sénateur Olivier Cadic lui a demandé s'il était d'accord pour basculer les moyens qui vont vers la Chine, pour les réorienter vers l'Australie, comme le souhaite notre ambassadeur sur place, Jean-Pierre Thébault. Faute d'avoir répondu sur ce point, Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, lui a reposé la question, s'étonnant que la France prête 250 millions d'euros à la Chine pour sa transition écologique. D'après Rémi Rioux, l'AFD gagne de l'argent en Chine. Mon salaire est payé par la Chine, a déclaré le directeur. Effet garanti auprès de nombreux membres de la commission qui ont été stupéfaits d'une telle annonce. Pour le démontrer, Rémi Rioux a décrit la boucle financière mise en place. On l'écoute. Nous pensons tous que la rentabilité de l'AFD doit être abordée sous l'angle de l'intérêt de l'État. Nous devons aller vite et fort dans le Pacifique pour être crédibles. Êtes-vous d'accord pour basculer les moyens AFD qui vont vers la Chine au nom du verdissement vers le Pacifique ? Vous n'avez pas répondu, me semble-t-il, à un point qui attire toujours notre attention et qui est le redéploiement des prêts que vous faites à la Chine. Olivier Cadic vous a demandé s'il n'était pas possible de le redéployer vers le monde Indo-Pacifique où la France a besoin d'accroître son influence. Et vous savez l'extrême réticence que le Parlement a sur ces prêts à la Chine. Savoir que la France prête 250 millions d'euros à la Chine pour la transition écologique, écoutez, ça fait des années qu'on vous dit, est-ce que franchement il n'y a pas d'autre cause à soutenir et à défendre ? Mon salaire est payé par les Chinois à un moment. D'ailleurs, on a même un effet un peu étonnant, c'est que les Chinois, vous savez, nous achètent des obligations émises par l'AFD, puisque nous, on se finance quand même pour l'essentiel sur les marchés financiers, en émettant des titres. Et il y a des gens du monde entier qui achètent le papier AFD, y compris les Chinois. Et ensuite, cet argent, finalement, retourne en Chine sous forme de prêt. Et le prêt est tarifé à un taux plus élevé que la rémunération qui est attachée à notre obligation. Donc en fait, vous avez une boucle financière qui revient à ce qu'en fait, ce soit la Chine qui subventionne l'Agence française de développement. Ainsi acheté, l'AFD sert la stratégie d'influence du régime chinois à l'international. Nous avons interviewé le sénateur Olivier Cadic le 20 octobre dernier. Il nous donne son point de vue sur l'influence du régime chinois. On l'écoute. Le Parti communiste chinois a développé en fait un régime totalitaire en Chine. Et la problématique, c'est qu'il tend à vouloir assurer une domination planétaire, donc assurer son indépendance en rendant tous les autres dépendants. Le Parti communiste chinois a agi très habilement. C'est-à-dire qu'il paye directement des Français, des politiques connus d'une façon ou d'une autre, donc pour vanter la Chine. Et donc les gens croient de bonne foi, des politiciens français qu'ils connaissent de longue date, qui vont tout d'un coup représenter la Chine, la présenter sous ses plus beaux atouts, alors que derrière, la Chine c'est quoi ? C'est un système totalitaire. Mais nous sommes bien conscients que le Parti communiste chinois veut briser et anéantir les démocraties. Si vous voulez savoir cela, oui, nous en sommes très conscients. Ces révélations nous indiquent pourquoi le Parlement aimerait avoir une évaluation de la relation de l'AFD avec la Chine, comme l'a rappelé en conclusion le président Cambon. La France consacre près de 4 milliards par an dans l'aide publique au développement. Si vous appréciez notre programme, je vous invite à partager, commenter et vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin de vous et restez libres.